Politique, économie, environnement, on en parle dans Libre et Égaux, le podcast de Sylvain Bermond. Chaque fois que des voix s'élèvent pour appeler à réduire les inégalités, la réaction des classes possédantes ne se fait pas attendre. Et il y a de quoi rester admiratif devant l'abnégation patriotique que déploient les défenseurs de l'ordre établi. « Mais vous allez ruiner la France », nous alerte-t-il. « Trop d'impôts tue l'impôt. Si vous taxez les riches, il n'y aura plus d'argent dans les caisses publiques. » Puis, soucieux de ramener à la raison tous ceux qui voudraient s'aventurer sur les pas de Robin des Bois, ils prennent le ton de celui qui délivre une sagesse subtile, et ils nous expliquent comment fonctionne l'économie. Les élites créent une richesse qui profite à l'ensemble de la société. Il faut donc les encourager à déployer leurs talents. Quand les riches paieront moins, les pauvres vivront mieux. Pour le dire autrement, le bonheur des riches fait le bonheur de tous. Vous l'aurez compris, quand les plus aisés s'insurgent contre tout ce qui pourrait porter atteinte à leur intérêt, ce n'est pas par égoïsme, ce n'est même pas forcément parce qu'ils estiment mériter leur fortune, non. La raison pour laquelle ils s'opposent à la réduction des inégalités, c'est parce qu'ils ont à cœur de défendre le bien commun. Que nous disent-ils en somme ? Ils nous disent que la raison pour laquelle tant de gens travaillent dur, c'est parce qu'ils aspirent à des positions sociales élevées. C'est parce qu'ils veulent se retrouver du bon côté de l'inégalité. Ce qui les motive, c'est d'avoir de beaux vêtements, une voiture coûteuse, un grand appartement dans un quartier huppé, ainsi que quelques millions d'euros qu'ils pourront transmettre à leurs descendants. Emmanuel Macron lui-même voit dans cette volonté de s'élever un véritable moteur qui dynamise l'économie au bénéfice de tous. « Il faut des jeunes Français qui aient envie de devenir milliardaires », déclarait-il à l'époque où il était ministre. La conséquence de ce raisonnement, c'est que si nous redistribuions les richesses, si nous prenions à ceux qui ont beaucoup pour donner à ceux qui ont peu, nous couperions le moteur qui fait tourner l'économie. Empêchés de s'enrichir, privés de motivation, les gens ne fourniraient plus d'efforts au travail. La productivité s'effondrerait et c'est la nation tout entière qui en paierait le prix. Bref, quand on taxe les riches, on fait du mal aux pauvres. Si cette hypothèse est juste, alors il est même plus utile de s'intéresser à la manière dont les richesses sont réparties. Puisque toute redistribution est vouée à l'échec, puisque toute réduction des inégalités entraînerait des effets pervers catastrophiques, alors peu importe que les écarts de richesse s'accroissent à l'infini. Tout ce qui compte, c'est comment accroître la taille du gâteau. Et peu importe que certains s'arrogent la part du lion. Or, autant le dire tout de suite, l'hypothèse selon laquelle une réduction des inégalités causerait une baisse de la richesse nationale est en réalité erronée. C'est la conclusion à laquelle aboutissent les résultats de la recherche empirique en économie. Certes, il est plausible en théorie que les inégalités entraînent un accroissement de la richesse globale. Mais quand on examine en pratique la réalité historique, on constate qu'il n'existe pas de corrélation entre le niveau d'inégalité au sein d'un pays et le niveau de croissance économique dont ce pays bénéficie. En fait, tous les cas de figure existent et aucune tendance ne se dégage de l'ensemble des données. Parmi les pays inégalitaires, certains bénéficient d'une croissance forte et d'autres non. Parmi les pays égalitaires, certains bénéficient d'une croissance forte et d'autres non. L'histoire nous fournit également des exemples édifiants. Aux États-Unis, pendant la moitié du XXe siècle, le taux supérieur de l'impôt sur le revenu a été en moyenne de 81%. 81%. À titre de comparaison, on peut noter que ce taux se trouve actuellement à 45% en France. Les États-Unis ont donc très lourdement taxé les riches, et il se trouve que pendant cette période, le PIB par habitant a été multiplié par 2. Est arrivé ensuite ce qu'on a appelé la révolution conservatrice. Porté par une vague d'hostilité contre le gouvernement, le nouveau président Ronald Reagan a massivement réduit les impôts les plus aisés, en promettant que ce cadeau fiscal allait leur permettre de créer encore plus de richesses. Laissés libres de s'enrichir sans limite, les élites devaient ainsi démultiplier la fortune nationale au bénéfice de tous. Du moins, c'est la promesse qui avait été faite au peuple des États-Unis. Nous voilà 40 ans plus tard et les résultats de la politique menée par Ronald Reagan et ses successeurs sont tout sauf concluants. Non seulement la croissance économique a été beaucoup plus faible que durant les décennies qui ont précédé l'élection de Reagan, mais ces nouvelles richesses n'ont en aucun cas ruisselé jusqu'aux classes populaires.
Ces 40 dernières années, la moitié la plus modeste de la population n'a tout simplement pas bénéficié de la croissance états-unienne. Les inégalités ont explosé et toute la richesse supplémentaire a été accaparée par les classes supérieures. L'exemple de la Suède démontre également que l'inégalité n'est pas une condition de la prospérité. En effet, la Suède est sans doute le pays qui a atteint le plus bas niveau d'inégalité dans l'histoire des États capitalistes, au point de se rapprocher de celui qu'on observait à la même époque en URSS. Au début des années 1980, la répartition des richesses en Suède n'était guère différente de celle qui avait cours en Russie soviétique. Pourtant, ce très bas niveau d'inégalité n'a pas empêché la Suède de faire partie des pays dont le niveau de vie et de productivité sont parmi les plus élevés du monde. Comment expliquer cet état de fait ? Pour cela, il faut d'abord pointer les effets négatifs que l'inégalité inflige à l'économie. Car l'inégalité affaiblit la demande de biens et de services et entraîne aussi un gâchis de capital humain. En concentrant les richesses dans les mains d'une minorité, l'inégalité réduit la quantité totale de biens et de services qui sont consommés chaque année. Oui, car si les plus riches font certes des dépenses très visibles, comme l'achat d'un manoir, d'un yacht ou d'un jet privé, ils ont surtout tendance à garder leur argent et à l'accumuler. Les enquêtes officielles sur la consommation des ménages le montrent bien. Plus les gens sont aisés, plus ils épargnent une part importante de leurs revenus. Les personnes les plus modestes, au contraire, consomment tout ce qu'elles gagnent, car une grande part de leur budget est constituée de dépenses contraintes, comme la nourriture ou le loyer. Tout au plus mettront-elles un peu d'argent de côté pour assurer quelques dépenses futures, déménager, changer de voiture ou acheter des meubles. Tout au sommet de la pyramide sociale, les milliardaires ne dépensent quant à eux qu'une petite fraction de tout ce qu'ils gagnent. Comment pourraient-ils de toute façon consommer plusieurs millions d'euros par mois ? Ayant déjà tout ce dont ils pourraient rêver, ces individus vont surtout continuer à accumuler de l'argent qu'ils feront fructifier pour pouvoir gagner encore plus d'argent. Ainsi, plus la richesse se concentre au sommet de la société, plus la consommation de biens et de services diminue, entraînant une baisse de la demande globale et par conséquent un manque de débouchés pour les entreprises, ce qui, au bout du compte, porte atteinte au dynamisme de l'économie. L'inégalité nuit également à l'économie en réduisant la mobilité sociale. En effet, dans les sociétés inégalitaires, les personnes issues de classes inférieures rencontrent de nombreux obstacles sur la voie de la réussite scolaire. Dans un contexte de compétition socio-économique acharnée, les familles aisées vont s'employer à maintenir leur position de génération en génération. En investissant un maximum de ressources dans la scolarité de leurs descendants et en usant de leur capital social pour leur faciliter les choses, ces familles vont s'assurer que leurs enfants bénéficient de meilleures opportunités que ceux qui sont issus des milieux plus modestes. L'inégalité des positions sociales a ainsi pour effet d'empêcher l'égalité des chances. Les enfants élevés dans la pauvreté, ayant grandi dans des quartiers qui concentrent les problèmes sociaux, ne pourront que rarement déployer leur plein potentiel pour participer de manière optimale à la production de richesses. Il s'agit évidemment d'une grave injustice, mais aussi d'un véritable gâchis qui prive le pays des talents que possèdent ces personnes. Afin de bien comprendre pourquoi l'inégalité ne stimule que modérément l'effort productif, il faut aussi se rappeler que l'appât du gain n'est pas le seul moteur de l'activité économique, loin de là. Certes, la plupart des individus aspirent à vivre confortablement, voire à acquérir un patrimoine important. Mais, d'une part, ces ambitions matérielles peuvent s'avérer relativement limitées, et une bonne partie d'entre elles pourrait donc trouver satisfaction dans le cadre d'une société égalitaire. D'autre part, elles ne représentent qu'une fraction de la vaste diversité des motivations humaines. Pourquoi travaillons-nous ? Si la réponse peut sembler aller de soi, cette question est pourtant posée à chaque candidat qui se présente à un entretien d'embauche. Si le candidat répond que la raison pour laquelle il veut ce poste, c'est évidemment pour gagner de l'argent, son interlocuteur risque d'être déçu. La raison en est que les recruteurs savent bien qu'un emploi peut satisfaire ou frustrer de nombreuses aspirations qui habitent un individu. Le besoin de se sentir utile, d'appartenir à un groupe, de pouvoir se montrer créatif,
d'assumer des responsabilités, de se dépasser, d'apprendre, de s'enrichir humainement, d'être valorisé pour ses accomplissements, etc., etc. Le débat sur les effets incitatifs de l'inégalité est en définitive un débat sur la nature humaine. Les hommes sont-ils naturellement tir au flanc, rétifs à l'effort et uniquement motivés par la perspective d'une belle somme d'argent ? Ou s'engagent-ils volontiers dans des activités productives afin d'exercer leurs capacités et de bénéficier de la reconnaissance d'autrui ? S'il est vrai que toute société organise entre ses membres une forme ou une autre de compétition sociale, il ne faut pas oublier que cette compétition peut se dérouler de diverses manières. Dans une société égalitaire, la compétition pour accéder à un statut élevé peut toujours passer par la recherche de revenus plus élevés que la moyenne, mais ces écarts de richesse sont simplement d'une ampleur modérée. La compétition sociale peut aussi passer par des efforts que l'individu déploie pour acquérir une bonne réputation au sein de son milieu et être reconnu comme une personne particulièrement importante. On voit bien dans le monde scientifique, par exemple, comment la compétition pour les meilleures places peut s'avérer très intense alors que les enjeux financiers demeurent relativement modestes. L'argent lui-même, en fin de compte, peut être vu comme une récompense immatérielle, comme un simple moyen d'accéder à cette chose intangible qu'est le statut social. Au bout du compte, pourquoi désirons-nous l'argent ? Bien sûr, les plus modestes ont besoin d'argent pour répondre à leurs besoins de base, se nourrir, se loger, se vêtir. Plus largement, la plupart d'entre nous utilisent l'argent pour accéder à un certain degré de confort. Mais ce serait une erreur de croire que l'argent nous sert seulement à acheter des choses. L'argent nous donne en réalité du pouvoir sur les autres, le pouvoir d'acquérir ce que possèdent les autres, le pouvoir de susciter l'envie. On désire l'argent parce qu'il nous permet d'avoir ce que les autres veulent. Une belle voiture, des beaux vêtements, des vacances exotiques dans des destinations lointaines. En accumulant de l'argent, on parvient à rejoindre des groupes sociaux dont beaucoup de personnes voudraient faire partie, mais dont elles sont exclues. On parvient à s'offrir un logement dans des beaux quartiers où les autres aimeraient habiter, mais eux n'ont pas les moyens d'accéder à cela. L'argent n'est donc pas une fin en soi, et il constitue bien souvent un simple instrument que nous utilisons pour atteindre un statut social. Dans une société où les écarts de richesse sont fortement réduits, la quête de distinction se poursuit, mais elle ne passe plus forcément par l'accumulation d'argent. Les gens continuent à fournir des efforts pour obtenir la reconnaissance d'autrui et pour satisfaire toute la diversité de leurs besoins sociaux. C'est ce qui explique que les sociétés égalitaires ne sont pas moins prospères que les sociétés où les inégalités sont plus fortes. Au bout du compte, il n'y a pas d'arbitrage à faire entre la justice et l'efficacité. L'inégalité est un choix, pas une fatalité. Ainsi, les plus fortunés d'entre nous, qui s'inquiètent tant pour l'avenir de la nation, peuvent être rassurés. La réduction des inégalités ne menace pas notre prospérité commune. Elle menace uniquement leurs intérêts de classe, car elle a évidemment pour conséquence de réduire l'écart qui sépare les catégories privilégiées de celles qui leur sont inférieures. Une fois départie de sa justification économique, l'inégalité peut être combattue sans craindre de faire chuter notre capacité à produire des richesses. Il en résulte que c'est à nous, citoyens, de décider collectivement quel niveau d'inégalité est souhaitable selon ce qui nous paraît juste. Aucune prétendue loi de l'économie ne nous empêche de redessiner nous-mêmes les contours de la société dans laquelle nous vivons. C'était Libre et Égaux, le podcast de Sylvain Bermond. N'hésitez pas à vous rendre sur mon site sylvain-bermond.fr pour découvrir mes autres publications. À bientôt!